fait maintenant, je sais pas, 3, 4, 5 ans que je travaille avec le CFPCO. Je travaille beaucoup avec la périnatalité, mais pas que. Et j'aime beaucoup ce que Mathieu me permet de faire au CFPCO parce que j'apporte effectivement des vues un petit peu transversales ou alternatives à la croyance ostéopathique en vogue ou en cours. Alors, moi, je veux bien intervenir. Nadia, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Nadia, du coup. La seule chose, c'est que je suis en dernière année d'ostéopathie, donc j'entendais que principalement, c'était des personnes qui étaient déjà diplômées, qui étaient présentes aujourd'hui. Moi, je côtoie beaucoup de femmes enceintes parce que du coup, je suis sage-femme de formation. Et du coup, moi, la difficulté que j'ai, mais voilà, je suis en dernière année, donc je n'ai pas toute l'expérience, je pense, des personnes présentes, ça va être l'imprégnation hormonale de la femme enceinte avec la mobilisation du bassin, les difficultés pour trouver les dysfonctions. Je trouve que ça, c'est réellement une difficulté dans mon quotidien, parce que j'essaie vraiment de manipuler mes patientes. Et je voudrais savoir s'il était possible d'avoir des conseils, voilà, des petites choses pour pouvoir s'améliorer à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand je manipule une femme qui n'est pas allaitante, et quand je manipule ces femmes vraiment allaitantes, imprégnées, je trouve qu'il y a une différence, mais assez impressionnante. Voilà, moi, c'était mon interrogation ce soir. Merci. Super question, Nadia. Peut-être, Awan, je te laisserai la reformuler parce que elle est très riche, mais pour te répondre sur un point, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation du CFPCO, on adore accueillir des étudiants de fin de cycle. Et donc, on n'a pas beaucoup de demandes, mais moi, j'étais comme ça quand j'étais étudiant. Et j'adorais aller chez les grands. Et donc, il y a pas de problème. En fait, d'ailleurs, on vous fait assez souvent des réductions étudiantes. Il suffit juste d'oser demander, en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez les prérequis? Est-ce que votre assurance vous couvre? Ça, c'est Karine Michel qui s'en occupe. Là, elle est actuellement en vacances. Elle n'est pas là ce soir. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à oser demander. Vous ne risquez rien. Voilà. En tout cas, on en accueille régulièrement dans l'année et c'est super de pouvoir vous connecter à la culture postgraduée dès vos études. Merci. Donc, moi, je veux bien répondre, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien répondre par des questions, en fait. Nadia, tu es sage-femme et étudiante en dernière année d'ostéopathie. En fait, tu es déjà sage-femme et tu es en dernière année d'ostéopathie. C'est ça, tout à fait. Okay. Oui. Okay. Et tu pratiques en tant que sage-femme? Je pratique en tant que sage-femme, oui. Okay. En fait, je suis en libéral. Je fais beaucoup de Ouais. libéral, beaucoup de… Voilà. Et en parallèle, du coup, j'ai repris mes études et dernière année de cursus. Respect, c'est cool. Oui. Et ta question, c'était, je suis un peu perdu quand je fais des techniques ostéopathiques parce que j'ai des différents ressentis en termes de mobilité entre des différents états hormonaux, en fait, c'est ça? Et il y a des états hormonaux qui sont plus imprégnés, qui me laissent penser qu'il y a plus de mobilité et je suis perdu quand je compare, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Et du coup, moi, je ne comprends pas bien la confusion, en fait. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, là, ce dont on est en train de parler pour moi, ou ce que tu es en train de parler, c'est quoi la référence? C'est-à-dire ce que les Anglais appellent baseline. Le zéro, il est où? C'est ça, en fait, que ta question, c'est… C'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est j'arrive pas à savoir s'il y a assez de mobilité, trop de mobilité, etc., parce que les états hormonaux changent tellement que ben, je suis perdu parce que j'ai pas de repère. C'est ça, tout à fait. En fait, j'ai vraiment l'impression que quand je fais… Je pense que le fait de ne pas en avoir énormément, je pense qu'à force de faire et de refaire, il doit y avoir un référentiel qui va se mettre en place petit à petit. Je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mais c'est vrai que des fois, quand par exemple, je teste un bassin, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette hyper mobilité. Vraiment, je trouve que moi, les premières fois, juste après avoir eu des cours sur les iliums, sur les tests et les corrections, j'ai trouvé ça impressionnant parce que quand j'ai testé ça sur des personnes qui étaient des hommes ou des femmes qui n'étaient pas enceintes ou qui n'étaient pas allaitantes, quand je suis passée sur la pratique sur des femmes enceintes ou sur des femmes allaitantes en post-accouchement, je me suis dit, oui, mais en fait, je suis perdue par rapport à mon référentiel que j'avais eu jusque-là. Super. Ouais. Et ben écoute, je te comprends tout à fait. Enfin, ça paraît tout à fait normal. Finalement, mais tu es en train de me dire que, enfin, en fait, moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de parler de sur quoi je me base pour avoir des références qui me disent que quelque chose est en lésion ou quelque chose ne l'est pas.
Une manière de l'aborder, ça pourrait être de dire, est-ce qu'il est possible qu'on aille chercher d'autres formes de, de retour de la part de la patiente plutôt que le seul retour palpatoire? Et qu'est-ce qui peut m'aider d'autre dans la compréhension de cette personne qui me fera dire que oui, elle a besoin d'être touchée ou d'être libérée ici ou là, en fait. Et le temps périnatal, il est d'autant plus difficile qu'en fait, les référentiels mouvements changent constamment. Donc en fait, ils ne peuvent pas être comparés ni à d'autres personnes, ni à la même personne 2 mois avant ou 3 mois après. Et on est sur quelque chose qui est, enfin, en fait, grosso modo, la femme, quand elle est enceinte, elle est dans un temps de changement physiologique qui est à nul autre pareil. À la limite, on pourrait presque comparer ça aux âges entre 0 et 4 ans d'un humain ou à la ménopause ou à l'adolescence ou des choses comme ça. C'est des choses où il y a des énormes variations et donc du coup, il n'y a plus de capacité à pouvoir se relier à des tests de mobilité qui soient fiables. Alors, on passe beaucoup de temps dans nos formations, qu'elles soient en ligne ou pas en ligne, à se demander et à se poser la question des véracités des tests ostéopathiques. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux tests ostéopathiques en fait? Et comment on sait qu'on peut s'y fier ou comment on sait qu'on ne peut pas s'y fier? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on peut s'y fier ou qu'est-ce qui peut nous fait dire qu'on ne peut pas s'y fier? En fait, grosso modo, moi, de plus en plus, je suis en train d'étudier la personne dans sa capacité à pouvoir être et à pouvoir faire, plus que ce que je ressens dans mes mains en termes de technicité. En fait, d'une certaine manière, la patiente, elle va venir me voir en me disant qu'elle a mal ici ou qu'elle ne peut pas faire ça. Et en fonction, je vais lui permettre de lui redonner la capacité de pouvoir le faire. Donc, j'ai changé d'une certaine manière, j'ai changé mon fusil d'épaule en disant qu'est-ce qui est le plus important pour elle dans sa capacité à pouvoir redevenir qui elle veut être. Pas nécessairement pour moi, et pour me satisfaire et me dire que j'ai trouvé quelque chose qui était en restriction ou en hypomobilité ou en hypermobilité. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon, si on fait ça, ça voudrait dire qu'on aurait un référentiel de mouvement tissulaire qui serait fixe et qui pourrait être appliqué pour tout le monde. Et ça marche pas comme ça. Et ça marche d'autant moins dans un temps périnatal où tout bouge tout le temps. Non, mais je comprends, tout à fait, je comprends. Merci pour cette réponse. Après, c'est vrai que nous, dans le cadre de la formation, c'est vrai qu'on nous a toujours dit qu'il fallait se méfier de la douleur et mettre un peu de côté la douleur pour avoir justement une sorte de test et avoir nos mains qui mettent en évidence les dysfonctions sans forcément, pas toujours, hein, je ne dis pas, on est quand même obligé d'écouter la douleur du patient, mais comme des fois, ça peut être quelque chose qui peut entraîner autre chose, bah, c'est-à-dire des fois, le fait qu'il y ait des projections de douleur, par exemple, je ne sais pas moi, sur un bassin qui peut être en dysfonction du fait de dysfonction viscérale, utérus ou autre, c'est vrai qu'on nous a appris à écouter du fait de l'anamnèse les symptômes du patient, mais quand la personne, par exemple, quand je teste, si la personne me dit « Ah, j'ai mal », on nous a toujours dit « Attention, écoutez la douleur, mais vraiment écoutez ce qui se passe dans vos mains, en fait ». Et oui, et c'est là où on est en train d'une certaine manière, gentiment, de changer de paradigme, et notamment au CFPCO, où on écoute, nous, en fait, pas mal les gens et on écoute pas mal leurs douleurs et pas mal leurs plaintes, plus que ce que nous, on pense qu'ils ont, en fait. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est très différent. C'est notamment, c'est marrant, si tu veux, je peux faire une analogie un petit peu violente, parce que tu es sage-femme. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent en ce moment où on entend beaucoup parler du hashtag MeToo, des violences obstétricales et par extension des femmes qui se font déposséder de leur capacité à pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne leur santé propre et leur corps. D'accord? Ouais. Et du coup, elles disent substantiellement ou fondamentalement, et ça se joue pas au même niveau, enfin ça se joue au même niveau mais pas à la même intensité, elles disent j'ai pas eu la possibilité de pouvoir dire ce que je ressentais, on m'a imposé la décision médicale. Ouais, je vois. Si on applique ça à l'ostéopathie, ça veut dire quoi? Ça pourrait vouloir dire, en fait, la personne, elle vient, elle dit rien, l'ostéo, lui, il sait tout, il fait tout, il change tout, et il empêche la personne de pouvoir se sentir.
Et nous, la manière dont on approche les choses, on va dire, OK, on va faire attention à ta plainte, à ta douleur. On a des tests qui sont fiables et qui nous permettent de dire si on peut détecter différents types de douleurs. Et en fonction des différents types de douleurs, ça nous amène à des types de symptômes. Et en fonction de ça, on va lui redonner la capacité à pouvoir bouger ou pas. Mais on va la mettre au centre. On va toujours lui demander ce qu'elle ressent et on va la faire participer à la séance. Pour nous, ça fait partie d'un processus actif, en fait. C'est-à-dire qu'on réintègre la personne au milieu et on lui dit, tiens, dis-moi un petit peu ce que tu sens. Guide-moi dans ce que tu ressens. Et ça n'empêche pas ma capacité à pouvoir tester les choses. Attention, hein. Non, non, bien sûr. En fait, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner la priorité dans son ressenti et je vais lui dire, OK, moi, je teste quelque chose. Je ne vais pas te dire ce que je ressens. Je vais te demander de me dire d'abord ce que tu ressens et ensuite, on va confronter les choses. Et là, on a un référentiel qui commence à s'afficher. C'est le référentiel de la personne dans ce temps-là de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que… Je peux te tutoyer, Juan? Mais bien sûr, tu peux me tutoyer. Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que tu fais juste dans le cadre de la périnatalité ou c'est vraiment dans ta pratique en tant qu'ostéopathe tout le monde? C'est dans ma pratique, c'est dans ma pratique en tant qu'ostéopathe, en tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, moi, si tu veux, j'amène des principes fondamentaux grosso modo, tu sais, Mathieu, il a dit que j'étais kinésithérapeute. En ce moment, il y a quand même tout ce qui est en train de sortir sur la thérapie manuelle est en train de changer et on est en train de faire un mix de kiné, physio, ostéo, chiropracteur, PT, physical therapist. Tout ça, c'est un gros pool de personnes qui considèrent la santé comme étant, ou alors comment je pourrais le dire, en fait, qui considèrent le moyen thérapeutique vers la santé par le mouvement. D'accord? Et ces poules-là de manuel thérapistes, on peut les comparer à, par exemple, des médecins. Et les médecins, ils auraient un potentiel thérapeutique qui est pharmacologique. Nous, on a un potentiel thérapeutique qui est sur le mouvement. Si on a ce potentiel thérapeutique qui est sur le mouvement, alors comment on fait pour redonner du mouvement aux gens? Et ben, une des réponses en ce moment qu'on est en train de recevoir, c'est on redonne du mouvement aux gens en les faisant participer à leur expérience, en les incluant dans leur expérience et en leur faisant prendre conscience que l'expérience qu'ils ont quand ils bougent, elle n'est pas faite que d'une composante biologique physique. Elle est aussi tout un contexte, tout un environnement, toute une compréhension du monde qui fait que quand ils se trouvent dans certains états, ils restreignent leur corps dans leur manière de bouger. Et c'est d'autant plus vrai quand on est enceinte ou qu'on est en postpartum parce qu'on est d'une énorme fragilité. Donc, du coup, si tu veux, moi ce que je fais, c'est que je prends des principes fondamentaux et je les applique au temps périnatal. Mais ces principes fondamentaux, ils sont les mêmes pour tous les hommes et toutes les femmes qu'on traite. D'accord. Voilà. Ok, merci. C'est un autre point de vue, c'est très intéressant parce que c'est vrai que nous on a eu, enfin moi dans le cadre de ma formation, c'est souvent, c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui teste et je montre à mon patient en lui disant, vous voyez, de ce côté-là, ça marche moins bien que de ce côté-là. Et du coup, tu sens, hein. Regarde, tu le sens, hein. Ouais. Donc forcément, en faisant ça, on induit la personne, on est d'accord. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Hein, si je bouge ma main à droite et je bouge ma main à gauche, et tu sens que ça bouge plus à droite qu'à gauche et que je suis le thérapeute, je suis forcément en position de force et la patiente, elle va forcément me dire, bah oui, en plus, vous êtes un expert en mouvement, vous le sentez, et je ne vais pas dire non, quoi. Donc, on réduit sa capacité à pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, en fait. Moi, il est là mon point. Hein. Et donc, si je teste, mais que je lui laisse la possibilité de pouvoir dire, tiens, si tu veux, tu me dis ce que tu sens toi, et après, moi, je te dis ce que je sens moi. Du coup, je n'induis plus. Non seulement je n'induis plus, mais en plus, je la remets au milieu du potentiel thérapeutique et je dis, c'est toi qui guides. Moi, je suis là pour t'amener à là où tu veux aller. Mais tu vois, moi, je suis le taxi, toi, tu sais où tu vas. Mais moi, je ne sais pas où tu vas si tu ne me dis pas où tu vas, quoi. Alors qu'on a l'impression que, pour moi, l'ancienne école d'ostéopathique, c'est de dire, je viens, je pose ma voiture, vous me traitez, vous m'emmenez là où vous devez m'emmener, mais c'est vous qui savez où je dois aller. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Moi, en tout cas, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ce qui n'enlève pas notre capacité de pouvoir faire les tests ajustés et de pouvoir aller aux endroits où on a l'impression qu'on doit aller. Hein. Ça change pas grand-chose. Hein. Donc, ça n'enlève rien au potentiel thérapeutique et ça n'enlève rien à l'investigation palpatoire qu'on peut faire. D'accord. OK.
Moi, j'ai une autre question. Parce qu'en fait, ce qui m'embête dans le cadre de la formation, c'est que moi, en faisant cette formation, en étant sage-femme, je pensais que dès la première année, on allait tout de suite avoir des points sur la grossesse. Mais non, en fait, on doit attendre la fin de la formation, voire le post-grade pour avoir justement des informations. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que par exemple, on a appris tout plein de tests sur tout ce qui était viscéral chez la femme enceinte, tout ça. Mais il manque ce côté, bah voilà, si vous aviez une femme enceinte, et bah voilà, si vous aviez une femme enceinte, et je trouve que ça, c'est comment dire, c'est déstabilisant en fait. Quand on se retrouve face à une femme enceinte, pourtant j'ai l'habitude, hein, mais en fait, quand je me mets dans la casquette d'étudiante en ostéopathie, bah, je suis perdue parce que j'ai plus mes référentiels sur toute la théorie qu'on a eue sur où sont tous les organes. Et du coup, bah, je trouve ça vraiment. Je ne sais pas si durant, dans votre pratique, en tant qu'ostéopathe, quand vous avez une femme enceinte, vous avez appris un autre référentiel sur où sont les organes? Non? C'est la palpation, la percussion, tout ça qui fait que? Bah, si tu veux, moi, encore une fois, hein, je vais te ramener plus ou moins là où je veux t'emmener. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai perdu, j'ai fait le deuil de ma spécificité palpatoire et je ne guide mes patients que là où elles ont envie d'aller. D'accord. C'est-à-dire que peu importe finalement si je suis sur le foie, sur l'estomac ou le rectum, si quand elle sort, elle a moins mal et qu'elle est plus fonctionnelle et qu'elle peut porter ses enfants, eh ben c'est cool. Ça y est, c'est gagné. D'accord? Et en fait, le fait que je puisse savoir que je touche un foie, un rein ou un estomac, bah, ça me conforte moi dans mon ego. Je suis content. Ça y est, je suis arrivé à le faire. Mais finalement, ça ne change rien à la personne en elle-même. Si j'étais sûr que ça pouvait changer quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais il semblerait que j'ai des moyens plus faciles pour y arriver. Donc, bah, c'est pas grave si je sens pas son rein, son foie ou son estomac. Oui, mais Par moi, c'était contre, plus. Pardon, excuse-moi. Mais moi, c'était vas-y, plus vas-y. dans. Je sais pas, moi, j'ai une patiente enceinte qui vient pour des scapulalgies, par exemple. Et là, je me Ouais. dis, bah voilà, ça peut être une projection avec mon foie. Là, je dois quand même essayer de travailler sur mes organes quelque part. Enfin, si je dois quand même tester mon côté viscéral pour pouvoir voir s'il y a une dysfonction et puis éventuellement corriger. Où est-ce qu'on met de côté tout ça, du coup? Eh ben, alors, le côté viscéral, il est pas forcément trop abordé dans notre formation, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la mesure où nous, on aborde plutôt la fonctionnalité et le outcome-based, c'est-à-dire le résultat, on n'est Mhm. pas nécessairement en train de se dire on traite ci ou on traite ça. C'est-à-dire que, grosso modo, plus on avance dans essayer de comprendre comment ou qu'est-ce qu'on fait en thérapie manuelle, plus on sait que ce qu'on fait, c'est pas nécessairement extrêmement spécifique et c'est pas ce qu'on dit qu'on fait qui crée le résultat, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, si je mets mes mains sous un thorax en pensant que je suis en train de pomper le foie, il est possible qu'il se passe autre chose dans les mécanismes de la patiente et que cette autre chose l'amène à ressentir exactement ce que je veux qu'elle ressente. Mais ce n'est pas ce que je dis que je fais. D'accord. Donc, c'est plus l'intention qui fait que. Alors, c'est l'intention et effectivement, il y a des points qui sont fondamentaux, il y a des objectifs qui sont fondamentaux dans dans ce qu'on veut redonner à la personne, effectivement. Mais après, qu'on sache qu'on est sur le foie ou sur l'intestin grêle ou sur la troisième anse du duodénum, Peu importe. Ok. c'est pas très, très grave, en fait. Tu vois? Et donc, du coup, on change un petit peu de vision et on change un petit peu de paradigme là. On vient pour aider on vient pour aider la personne dans sa galère. Donc, si elle vient et qu'elle a des scapulalgies, l'idée, c'est que quand elle sort, elle n'ait plus de scapulalgie, dans le sens où elle ait moins peur de bouger et d'utiliser ses bras et qu'elle puisse utiliser ses bras pour faire des choses. Parce que moi, par exemple, si la personne elle vient me voir, j'ai rarement des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai une scapulalgie, en fait, hein. Et si la personne elle vient me voir en me disant j'ai mal aux épaules ou même plus précisément j'ai mal à mes omoplates, je vais changer ma question et je vais lui dire qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Mm. C'est quand que tu as mal aux omoplates? Parce que c'est pas tout le temps qu'elle a mal aux omoplates en fait. Et, et je vais lui dire bon, tu as mal aux omoplates quand tu portes ton enfant, ton premier enfant? Tu as mal aux omoplates quand tu portes tes courses? Tu as mal aux omoplates quand tu conduis ta voiture? Tu as mal aux omoplates quand tu es devant ton ordinateur? Tu vois, elle va commencer à raffiner son truc en disant ah ouais, c'est vrai que ça c'est pas bête, j'ai pas tout le temps mal aux omoplates, j'ai mal là. Et donc du coup, on va voir un petit peu comment on peut arriver à lui faciliter son existence en fait. Et on va comprendre par ce qu'elle nous dit
quel type de douleur elle présente. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Voilà. J'espère que j'ai Merci été pour tes clair. questions passionnées, Nadia, tes réponses extraordinaires. Erwan, j'adore t'écouter parler. Ça me met dans un état de je ne sais quoi, mais qui est très agréable. Mais c'est des questions qui sont géniales. Merci vraiment, Nadia. Mais Nadia, c'est fondamental tes questions parce qu'en fait, grosso modo, là, on est vraiment sur quelque chose qui est. En fait, grosso modo, si on devait parler philosophie, parce que là, on a un petit peu de temps pour en parler, c'est est-ce qu'il y a une spécificité à l'ostéopathie? Est-ce que on a vraiment quelque chose qui nous différencie de la chiropraxie ou de la kinésithérapie? La réponse est sûrement oui. Après, c'est quoi qui nous différencie? Eh ben, il y a plusieurs éléments de réponse ici, mais il est possible que ce ne soit pas nécessairement ce qu'on pense que c'est. Il est possible que ce ne soit pas nécessairement la spécificité palpatoire avec laquelle on a. Et en fait, on a même techniquement des moyens de le prouver, ça. Ça n'a jamais été fait sur la femme enceinte, mais ça a été fait sur des études avec des chiropracteurs et des ostéopathes en leur demandant, par exemple, de dire sous contrôle radiographique, de savoir où est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient au niveau de la colonne et où est-ce qu'ils pensaient qu'ils avaient une action sur leur technique de HVLA, donc de High Velocity Low Amplitude. D'accord? Donc, on dit à la personne, tiens, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Ah, elle a une dysfonction sur la facette droite de T10. Ok, d'accord, vas-y, mets tes mains, on te regarde sur radiographie. En fait, la personne n'est pas sur T10, l'ostéopathe ou le chiropracteur, il n'est pas sur T10, mais et le clic qu'il fait, il n'est pas non plus sur T10, d'accord? Il n'est même pas là où il a ses mains. Mais par contre, l'outcome est le même, la personne est relâchée, elle va mieux. Donc ça ne change rien dans le résultat, en fait. Mais ce n'est pas nécessairement l'histoire qu'on raconte. Et c'est beaucoup ça qu'on regarde en ce moment, nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous sort considérablement des histoires ostéopathiques qu'on nous a racontées à l'école. Merci, Erwan. Tu m'as Je vais piqué pas absolument nécessairement tout ce que je voulais dire. je vais pas nécessairement me faire des amis en disant ça en plus. Hein. Je sais que je ne me fais pas des amis en disant ça. Hein. Mais c'est quand même assez, pour moi, de mon côté, j'avais quelque chose de l'ordre quand j'ai commencé à pratiquer comme ça, et d'essayer de remettre les gens au centre et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils venaient chercher et de les aider dans leur recherche, j'ai l'impression d'être un petit peu plus cohérent dans ce que je propose dans mon traitement thérapeutique, aussi bien en kinésithérapie qu'en ostéopathie, en fait. Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus, valorisant que de me dire que je ne suis pas bien sûr si je suis en train d'être sur l'estomac, sur le foie ou sur un mésentère ou sur ceci ou cela, quoi. Bref. Je vous ai mis un lien, je pense que ça pourra te servir, Nadia, sur la version VOD là, des enseignements qu'on dispense sur la douleur. Il y a la première vidéo qui est top, enfin elles sont toutes top d'ailleurs, mais la première vidéo qui définit en fait quels sont les différents types de douleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de connaître aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une douleur nociceptive, une douleur neuropathique, une douleur nociplastique? Donc, quels sont les critères? Et là, sur le lien que je vous ai envoyé, vous avez accès à la première vidéo qui doit durer une vingtaine de minutes, donc de tout l'enseignement que Laurent Fabre a construit sur ce sujet. Et donc, je pense que ça pourra te... C'est un vaste ouais. débat ce que tu as lancé, Nadia, hein, parce que en l'occurrence, on est en train là d'instiller un changement de modèle ou un changement de paradigme dans lequel nous, on pense, et ça a été longuement réfléchi, et c'est des longs débats qu'on a au sein des institutions de postgradués, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut enseigner aux élèves ostéopathes ou qu'est-ce qu'on veut enseigner au postdoc ou au postgrad, pardon. Et quelle cohérence on a dans ce qu'on leur propose. Est-ce qu'on reste sur l'ancien narratif ostéopathique ou est-ce qu'on challenge ça, ça, pardon, pour leur proposer ce qu'on pense être cohérent. Et ça, ça fait le lit de beaucoup de formations qu'on fait au CFPCO. Sauf que là, on parle de la périnatalité. Mais les principes s'appliquent de la même manière, en fait. Et on peut les transférer à d'autres personnes, à d'autres moments de la vie et pour d'autres types d'affections, en fait.
j'arrête de parler. Allez. En tout cas, ce dont vous a parlé Erwan ce soir, ça se résume aussi, on ne peut pas vraiment le résumer, mais ça se contient beaucoup dans ce qu'on appelle la relation patient-centrée. Nous, on essaye d'appliquer ça sur le plan pédagogique en centrant nos enseignements sur vos besoins, et on te dira pas ce soir qu'il faut que tu changes, par exemple. Mais si tu viens en ligne, en présentiel avec nous, on va te donner des éléments qui vont te permettre de faire des expériences. Et l'idée est de vous permettre d'aller dans, en tout cas, ce que la science nous permet de dire être le moins faux aujourd'hui. Et ça, c'est chouette. Alors, moi, je voudrais même ajouter quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'on n'est même plus, on n'est même plus dans la preuve scientifique ou cognitive. En fait, quand vous venez, on vous fait faire l'expérience. Donc, on est dans la corporalisation du truc. On vous fait jouer quand on est en ligne des jeux de rôle ou bouger quand on est en présentiel. Mais à chaque fois, c'est par la compréhension corporelle qu'on vous le fait faire, en fait, et par la mise en expérience de ce qu'on vous faire faire. C'est-à-dire qu'on on va pas nécessairement vous faire trop de théorie, ou si on fait de théorie, on va essayer de la faire le plus interactif possible. Mais par contre, on veut absolument vous faire participer. Donc, en fait, on transfère ce dont j'ai parlé, où on met la patiente au centre. Là, on va mettre les élèves au centre. Et on va leur faire faire l'expérience. On va leur dire de quoi vous avez besoin. En fait, on fait la même chose. Hein. Dernier point avant de prendre la Encore. question d'Elsa. Et puis, si jamais il y en a qui pratiquent du structurel, mais bon, ça s'applique à plein d'autres domaines de thérapie manuelle. Erwan vous a parlé donc de ces recherches qui ont été faites sur le manque de fiabilité entre la reproduction des résultats de diagnostic interopérateurs. C'est une super bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que vous pouvez beaucoup moins vous prendre la tête pour les tests positionnels, d'une part, et d'autre part, sachez que pour les manipulations, c'est pareil. Pour les manipulations structurelles, que vous soyez à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous, en fait, encore une fois, la majorité des résultats que vous aurez grâce à la thérapie manuelle sont des résultats qui sont soutenus par des mécanismes non spécifiques. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, après, voilà, je suis diplômé depuis 2001. Ce que je me dis dans ma tête, je ne sais pas si ça va vous clarifier ou pas, mais je vous le partage, puisqu'on est en échange de cœur à cœur. Aujourd'hui, pour moi, le top du top pour moi, c'est d'avoir cette beauté, cette rigueur, cette profondeur diagnostique. Après, je ne suis que dans la pleine conscience du placebo que je vais choisir. Mais voilà, c'est moi. Et ça me permet d'accepter beaucoup plus de pratiques, que ce soit avec les mains, sans les mains, avec telle ou telle respiration, avec ou sans ballon, avec des aiguilles, avec voilà. Je vais devoir Erwan, lever ma main. vas-y, lève ta main, puis après Non, on non, prend non, la non, question on va d'Elsa. laisser parler Elsa. Non, non, on va laisser parler Elsa. On y reviendra de toute façon à ça. Hein. J'imagine qu'il y aura des questions sur le placebo. Elsa, je t'en prie. Bonsoir, merci, merci Nadia, parce que du coup, ça a levé, enfin voilà, ça a permis à Erwan d'avancer presque sur mes questions. Moi, j'allais demander, enfin, je me pose souvent la question de ma posture en tant que thérapeute, et je souris parce que je me vois de plus en plus questionner le ressenti et m'y intéresser beaucoup plus qu'à des signes cliniques qui pourraient cocher les cases pour un diagnostic quelconque. Et en fait, ma question, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir quand même de la place pour que la personne exprime son ressenti et moi de mettre toutes mes ressources en action pour être la plus juste pour écouter le corps et les sensations qui peuvent venir finalement dans mes mains ou traverser mon corps. Et c'est de me dire, en fait, l'écoute de ce ressenti, j'ai l'impression que ça met en éveil mon intellect, ou peut-être mon cœur, ou peut-être des choses autres, mais j'ai l'impression que c'est difficile d'écouter et de ressentir, et ou de tout lier dans une consultation. Je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, c'est super ta question. Enfin, pour moi, en tout cas, elle ouvre sur plein de réponses. Moi, elle est tellement large que je vais me réfugier un petit peu dans du, comment dirais-je? C'est vraiment Jean-Paul là qui attend? Oui.
Ouais, continue, Erwan. Est-ce que tu peux reformuler la question pour ceux qui écouteront le replay, s'il te plaît? Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, heureux de te voir ce soir Euh, parmi nous. la question de Elsa, si je la comprends bien, je vais essayer de la reformuler, c'est de dire, euh, euh, c'est difficile à la fois de faire confiance à mon ressenti et de faire confiance au ressenti de la patiente. En fait, c'est difficile de lier les deux parce que, un, je ne sais pas trop de quoi mon ressenti est fait, et deux, finalement, je ne sais pas trop si le ressenti de la personne, il est valide ou pas non plus. Et dans ce magma d'informations, je suis un peu perdu. C'est ça ta question ou pas? Oui, c'est ça. Et c'est aussi de se dire, et oui, on pourrait dire qu'il y a parfois il y a une difficulté et de se dire comment est-ce que je me positionne. Euh, je- Juste, je voulais partager l'expérience que je fais en ce moment, c'est qu'il y a vraiment des fois où la consultation, ça peut être, on va dire, trois quarts du temps alloué à échanger dans le verbal, et où du coup, il y a peu de place pour le toucher finalement, et d'autres où il y en a très peu, mais très très peu, et où j'ai l'impression d'être plus juste parce que j'écoute mieux avec mes mains. Ouais. C'est-à-dire, où est-ce qu'on place son focus d'écoute? Est-ce qu'il est palpatoire ou est-ce qu'il est finalement verbal ou cognitif? Ouais. Alors là, en l'occurrence, là, pour le coup, là, tu me caches parce que j'ai pas de réponse, parce que cette réponse, elle ne peut être donnée que, un, en fonction de qui tu as, et deux, en fonction de dans quel état tu te trouves toi. Mhm. On sait très bien que l'état émotionnel dans lequel on se trouve, nous, en tant que thérapeute, va influer sur la relation thérapeutique qu'on a, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la rencontre thérapeutique entre une personne qui est finalement le soignant et la personne qui vient se faire soigner. Elle se joue en fonction de la qualité de deux êtres, ici et maintenant. Donc, et il est possible qu'on rencontre des gens qui ont des attentes qui soient plus kinesthésiques, c'est-à-dire qui viennent plus pour avoir quelque chose de l'ordre du toucher. Et il est possible qu'on rencontre des gens qui aient des demandes qui soient plus de l'ordre de la compréhension du monde et de comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à être qui ils sont. Et ça, c'est à nous de pouvoir nous adapter. Mais moi, je pense que avant même qu'on fasse ça, et ce qui est important quand même malgré tout de se rappeler, c'est qu'il faut qu'on sache si on est, si on est dangereux ou si on n'est pas dangereux, si la situation est dangereuse ou si la situation n'est pas dangereuse. Donc, il faut absolument revenir d'abord sur les fondamentaux. C'est ce que disait Mathieu. Ce qui est important, c'est d'avoir un temps diagnostic qui est précis pour savoir comment on peut orienter notre séance. Si on a la capacité d'orienter vers quelque chose qui soit vraiment vers de l'ordre de la participation euh, pleine de la personne, ou si on lui dit, ben, Madame, là, vous êtes dans un temps de votre vie où il vaut mieux ne pas bouger. Quand est-ce qu'on lui dit, Madame, il va falloir que vous bougiez plus, ou quand est-ce qu'on lui dit, Madame, il va falloir que vous bougiez moins pour un temps? Et ce temps-là, il sera de temps. Et vous allez moins bouger par rapport à ce que vous faites d'habitude. Ça va être ça et ça et ça. Quand est-ce qu'on dit ça, en fait? Quand est-ce qu'on doit leur dire de bouger plus et quand est-ce qu'on doit leur dire de bouger moins? Et une fois qu'on sait ça, à ce moment-là, effectivement, on peut euh, euh, comment dire, se mettre en phase avec l'énergie de la patiente qu'on a, en fonction de l'énergie dans laquelle on est nous, et lui proposer ce dont elle a besoin ici et maintenant. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Quelquefois, on va passer plus de temps à la toucher corporellement, et quelquefois, on va passer plus de temps à la toucher dans sa compréhension du monde. Moi, j'aime bien dire qu'un ostéopathe, ça touche toujours deux fois. On touche les gens dans leur corps et on touche les gens dans leur ressenti perceptuel. Et on a cet atout en plus qui nous différencie des psychologues. On a cet atout en plus qui nous différencie même des kinésithérapeutes parce qu'ils ne sont pas nécessairement beaucoup dans l'échange de ressentis, dans la compréhension du monde en fait. Ça te parle ce que je raconte ou pas? Oui, ouais, complètement. Mais j'avais besoin de m'exprimer parce que c'est vrai que je me sens un peu seule dans cette pratique. Alors j'essaye d'écouter mon ressenti et mon intuition et ça m'aide à me sentir peut-être solide et vraiment légitime dans ce que je propose. Mais c'est vrai que des fois je me dis, bon,
si certains me voyaient bosser aujourd'hui, mais certains s'arracheraient peut-être les cheveux. Bon, à la limite, on s'en fiche de ce que peuvent penser mes confrères, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit ouais, je suis partie loin de ce que j'avais appris. Et ça, c'est pour rejoindre Nadia, où moi j'étais extrêmement scolaire, où finalement j'ai peu questionné le contenu qu'on m'apportait, si ce n'est que de le prendre comme référence et d'essayer d'appliquer le mieux possible, parce que finalement c'était mon seul référentiel en fait. Correct, correct. Tout à fait. Enfin, moi, techniquement, là, c'est ce que j'appelle un travail de deuil, hein. Ah oui, mais ça a été extrêmement difficile et je tenais juste à le partager Ah ouais, parce ouais, tout à fait. voilà, pour que si certains le vivent, ils se sentent moins seuls. C'est vraiment là, pour le coup, merci Mathieu de faire ce genre de rencontre parce que c'est là qu'on l'exprime finalement. Et on a plein de ces révélateurs-là pendant nos workshops, hein, que ce soit en ligne ou pas en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on est super heureux de pouvoir se rejoindre, de pouvoir ouvrir notre cœur et nos mots pour pouvoir dire, putain, j'ai l'impression d'être tout seul, j'ai l'impression d'être le seul à ressentir ce que je ressens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent comme moi? Et en fait, quand il y a quelqu'un qui lance ça, ça fait très souvent écho, en fait. Et du coup, dans cet écho-là, on trouve un dynamisme en disant, bah ouais, tiens, comment on peut faire, quoi? Comment on s'organise, en fait? Comment on se réorganise, en fait, hein? C'est vrai que c'est déstabilisant, hein. C'est déstabilisant, mais encore une fois, euh, la réorganisation enfin, elle est super intéressante. Elle est super intéressante. Hein, la restructuration, après, une fois que tu as traversé le désert, il y a toujours plein d'autres choses, hein. C'est fini le désert, hein, après. Donc, oui, effectivement, tu vois, il y a plein de nourriture derrière, quoi. Ouais, complètement. Et puis enfin, alors ça, c'est les mots que je mets dessus, mais j'ai le sentiment de commencer à exister, en fait. Mmh, 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 c'est Magnifique. beau. Mm. Ah, c'est beau. Et tu existes en tant que personne qui a choisi le chemin ostéopathique pour pouvoir accéder à la relation thérapeutique. Mais le fondamental, c'est la relation thérapeutique. C'est cette essence même, en fait, hein. Et après, c'est choisis tes outils. Bah, nous, on a choisi les outils qui sont des outils d'écoute à la fois palpatoire et des outils qui sont à la fois d'écoute de la demande de la personne. Il faut pas qu'on oublie les deux. Et effectivement, c'est difficile de danser avec les deux et de lier les deux. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais en faisant ça, on est forcément moins dans la technique. Mm. Et ça, c'est peut-être le compromis euh, que je trouve intéressant à souligner, parce que quand il y a une certaine forme d'exigence, enfin, comment dire, si on est dans la volonté de réalisation, enfin, d'écoute, de technique, de relation, enfin, thérapeutique, enfin, tout ça, ça fait porter un sac hyper lourd. Et quand on accepte de lâcher la technique, je trouve que ça nous permet de respirer un peu plus. Voilà. Dans la mesure où, encore une fois, hein, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, dans la mesure où on a précadré notre diagnostic et qu'on sait où on va. Hmm. En l'occurrence, attention au discours qui pourrait limiter la personne dans sa progression. C'est-à-dire que on a, par exemple, un truc qui est assez caractéristique de tous les ostéopathes, c'est de dire quand tu viens à une séance d'ostéopathie, après, il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire d'efforts pendant 24, 48 heures, 5 jours, 10 jours, j'en sais rien. Mais pourquoi? C'est sur quoi ça? Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire peur à la personne en lui disant surtout bouge pas, mon action thérapeutique, elle est tellement importante qu'il ne faut pas que tu bouges pendant 24 heures pour pouvoir l'intégrer. Mais ah bon? Mais ça vient d'où ça? Donc, le truc, c'est de savoir qu'est-ce que je peux dire et à quelle profondeur mes propos vont heurter la patiente ou vont la limiter dans sa capacité à pouvoir progresser. Donc, si une femme enceinte vient nous voir parce qu'elle a peur de bouger, il ne faut surtout pas lui dire de ne pas bouger, on est d'accord. Dans la mesure où on a un diagnostic préalable qui nous a permis de dire, oui, tous les tests qu'on lui fait nous font penser qu'il faut qu'elle bouge. À ce moment-là, il ne faut pas qu'on lui dise de ne pas bouger. Il faut qu'on lui dise, oui, on va trouver des trucs ensemble qui vont vous faire bouger et dans lesquels vous allez prendre du plaisir à bouger. Et là, on a tous les outils thérapeutiques à notre portée. En fait, il y a un outil thérapeutique dont on n'a pas encore forcément trop parlé,
Ben, c'est où est le travail actif, en fait. Comment on l'a fait bouger elle-même? Merci, Voilà, Erwan. voilà. Merci beaucoup. Ah, Merci. mais avant de prendre la question de Marie-Laure, je trouve, moi, j'ai assisté à beaucoup de groupes, si vous voulez, beaucoup de formations depuis que je suis dans ce métier de formateur. Depuis qu'on a lancé ces rendez-vous informels, il y a une demande de la part de vous, consoeurs et confrères ostéo, d'un espace de parole qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en groupe d'intervision et de supervision. Et Mmh. c'est vrai qu'on est, enfin, comme l'ostéopathie est très peu représentée dans le salariat, en fait, hein, et qu'on est très majoritairement tous en France, en francophonie, en travail libéral, en fait, on est seul. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en post-gradué, dans la discussion qu'on peut avoir au restaurant, en pause café, etc. Il y a besoin d'un espace de parole, un espace où vous pouvez déposer votre parole et vous pouvez être écouté de façon inconditionnelle. Et ça permet d'avoir des miroirs, des reflets et d'améliorer son existence, en fait. Donc, voilà. En tout cas, parler de nos rendez-vous autour de vous, ça ce serait chouette pour nous. Mais vous-même, en fait, que ce soit sur la périnate ou autre, n'hésitez pas à vous intéresser dans votre coin à d'éventuels groupes de supervision ou d'intervision qui peuvent être proposés. Alors, en général, c'est dans la culture des psys. Mais moi, j'en ai assisté, par exemple, quand j'habitais à Paris. Pendant un an, j'ai fait partie d'un groupe de supervision en gynéco-psychosomatique qui était génial. Et en fait, il y avait des gens qui venaient de tous horizons, ORL, etc., etc. Et c'était super de pouvoir parler, être écouté. Voilà. Merci donc Elsa pour ta question, Erwan pour ta réponse et Marie-Laure, tu peux poser ta question. Bienvenue, bonsoir. Bonjour, alors moi, désolée, je suis arrivée un petit peu plus tard, mais je suis au Canada, alors avec le décalage horaire, en fait, je pouvais pas venir, enfin, il est de bonne heure hein, chez nous, Bon mais bref, matin. le patient, la maman avec le bébé qui n'arrive pas à partir, bon, tout le monde connaît ça. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Elsa, en fait, parce que moi, à l'époque, quand j'ai gradué de mon DO ici au Canada, j'ai fait mon mémoire, en fait, sur le savoir-être. Et c'était hyper intéressant de regarder ça. Et c'est un peu ce que Elsa vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parcours, c'est ce que disent les spécialistes, il y a une espèce de parcours où on vous donne tout un bagage technique de savoir et de savoir-faire, en fait, dans nos études. Et puis au fur et à mesure que les thérapeutes augmentent leur savoir-faire avec des spécialités, avec des cours post-gradués, avec justement des conversations comme ça, mais en fait, ils vont abandonner leur bagage primaire pour s'approprier eux-mêmes leurs outils et surtout augmenter leurs compétences de savoir-être. Et en fait, c'est cette espèce de balance qui vient finalement faire qu'on a un savoir-agir qui est propre à chacun et qui fait qu'on va aller voir Elsa et pas forcément Marie-Laure ou Erwan ou Mathieu. Donc, je trouve ça vachement intéressant parce que ce que tu réalises, Elsa, c'est vraiment un parcours complètement euh, normé sans qu'on le sache, mais en fait, il faut abandonner cette espèce de carapace au départ qu'on nous a donné pour être chacun soi-même. Donc, bravo pour ce chemin-là, Elsa. Puis après, je veux juste faire part de quelque chose qui se fait assez facilement ici au Québec. C'est qu'en fait, moi, je suis plus spécialisée en pédiatrie et ce que je fais, c'est que j'invite, moi, des étudiants en pédiatrie à venir m'observer pendant 4 heures. Donc, par exemple, une matinée ou une après-midi. Puis on s'arrange pour qu'il y ait vraiment 4 petits patients pour qu'ils puissent voir quelqu'un qui a un peu d'expertise en situation, puis qu'après on puisse manger ensemble. Et là, l'étudiant ou le postgrad, hein, parce qu'en fait on peut être étudiant à vie, moi j'ai pas de problème avec ça, on peut venir m'observer n'importe quand et je trouve que ça donne lieu justement à des échanges, à ce que ça soit plus fluide, à ce qu'on puisse poser plein de questions par rapport à une problématique en périnate, par exemple, ou toute autre chose qui touche en fait à notre métier. Donc, je ne sais pas si ça, nous, on le fait vraiment un à un ici.
au-delà des supervisions qui peuvent se faire dans les écoles d'ostéopathie. Et moi, je l'ai fait en fait à l'époque, quand j'étais plus jeune, je l'ai fait avec des gens qui étaient des ostéos qui étaient plus spécialisés en prise en charge de soit de la femme en fertilité ou de la femme enceinte. Et j'ai trouvé que finalement, de voir des mentors comme ça, on apprend une quantité de choses énormes, surtout quand on a une position d'observateur et qu'on est capable justement d'absorber tous les gestes et le non-dit et le non-verbal que on a peut-être moins de chances de tout percevoir quand on est thérapeute. Voilà, c'était juste une remarque, mais je n'ai pas de questions. Alors voilà, c'est tout. Merci Marie-Laure et voilà, merci d'accueillir effectivement, de faire ce compagnonnage. Je connais des confrères et consoeurs qui le font en France, mais avec le nombre d'étudiants qui est assez important, c'est moins facile qu'au Québec, mais c'est sûr que si vous pouvez avoir ça à n'importe quel moment de votre parcours, c'est génial. C'est génial. Le compagnonnage, c'est vraiment super, très formateur. Avant de prendre une éventuelle dernière question, je vous fais un petit rappel. Promis, ce sera très rapide. Justement, en pédiatrie, on a sur 2 fois 2 jours, donc fin septembre et début octobre, un postgrad. Je pense, de mon expérience en ingénierie pédagogique, je peux vous dire que je crois que c'est le postgrad sur lequel nous avons passé le plus de temps en termes de construction. D'ailleurs, vous savez, pour moi, c'est complètement contre-intuitif, mais quand on est passé aux enseignements en ligne, dans ma tête, je me suis dit, bah, ça va être cool. Ça va être en ligne, en fait, ça va être beaucoup plus facile, on va gagner du temps et tout. En fait, on a mesuré globalement tous les événements en ligne qu'on fait nous prennent 30% de temps supplémentaire, tellement en fait, il y a de choses à paramétrer, à organiser. En fait, rendre virtuel le réel prend beaucoup de temps. Si vous êtes dans la fibre pédiatrique, moi, je vous recommande vraiment de faire la connaissance du docteur Julie Elwood. Elle est extraordinaire. Elle a cette expérience qui mixe l'ostéo, la recherche, et puis avant, elle était dans le monde pharmacologique, donc elle a une bonne, vraiment, expérience professionnelle, voilà, de plusieurs origines. Et son association avec Erwan dans ce postgrad a donné un résultat magnifique. En fait, pour tout vous dire, Erwan prépare un postgrad qu'on dévoilera dans quelques mois, probablement dans 1 an, sur le sommeil, puisque Erwan est élève au sein du DU de médecine du sommeil de l'université d'Oxford. Et en fait, en étudiant le sommeil, Erwan a appris plein de choses sur les meilleures façons, les façons les plus sympas, les plus cool, les plus ludiques, justement d'animer des enseignements en ligne. Donc, il a vraiment fait des trucs qui sont super pour enseigner la pédiatrie en ligne. Moi, j'avais presque du mal à y croire, en fait, avant de faire ce postgrad. Comment faire de la pédiatrie en ligne? Et en fait, si, c'est complètement possible. Si vous avez des questions là-dessus, on y viendra. On a également mis en ligne un postgrad hyper spécialisé sur la gestion de la douleur en ostéopathie périnatale. Donc ça, c'est pareil. On pourrait rester des jours et des jours sur la douleur, tellement il y a de choses à dire. Mais la douleur contextualisée à la périnatalité, c'est passionnant. Et là, c'est pareil. Donc, si vous avez une fibre périnate, dans tous les temps de la périnate, ici, vous trouverez, en restant chez vous tranquillement, dans votre canapé, de quoi travailler pendant longtemps. En ce qui concerne notre présentiel des mois de novembre, je vous en ai parlé. Ils sont très ludiques. On y fait notamment beaucoup de ballons. Alors, est-ce que vous avez, avant qu'on se quitte, des questions? En fait, on peut encore en prendre une sur ce soir, nos enseignements. Qu'est-ce qui parle? Vanessa, vas-y, je t'en prie, Vanessa. Moi, je me sens un peu désarmée, en fait, quand une femme enceinte ou en postpartum présente un problème avec l'image de son corps, en fait. Je ne sais pas comment travailler dessus avec elle, ou si c'est vraiment mon rôle, ou si je dois la réorienter. Voilà, je manque d'outils. Merci, Vanessa. Awan, est-ce que tu veux commencer à répondre ou... Ah, ben moi je suis prêt, il n'y a pas de souci.
Ah, d'accord, c'était prêt. Alors, Euh, je t'en prie. Moi, c'est en fait animer un je webinaire pensais avec que tu toi. voulais y C'est aller en fait. moi, écoute, animer un webinaire avec toi, pour moi, c'est presque, enfin, c'est très agréable. J'ai pas grand-chose à faire. Vas-y, je t'en prie. Vanessa, est-ce que tu peux préciser en fait le contenu de ce que tu veux dire là sur le- comment la personne, son image corporelle, qu'est-ce que tu veux dire par ça en fait? C'est quoi la plainte en fait? Bah, j'ai en tête une patiente qui, bon, elle aime pas la grossesse, et après, elle voit son corps changer, elle a du mal à accepter voilà, un changement dans son corps. Mais après, moi, je l'ai pris de façon globale, hein, je n'ai pas creusé spécifiquement, mais euh, voilà, je ne savais pas comment. Enfin, j'étais juste en position d'écoute et je n'avais pas forcément d'argument pour la rassurer ou lui faire travailler sur une image plus positive. Enfin, voilà, j'étais perdue. Ouais, ouais, super. En fait, finalement, ta question elle est super appropriée parce que effectivement, alors ce que tu fais valoir, c'est aussi quelque chose d'une certaine manière de l'ordre du psychologique. Et nous, on a d'autres outils pour pouvoir changer le psychologique. En fait, on ne va pas nécessairement utiliser le psychologique pour changer le psychologique. Et ce qu'on a comme outil, c'est notamment, encore une fois, c'est le mouvement. Ouais. Et dans la mesure où on arrive à valoriser quelque chose dans l'ordre du ressenti ou de la perception corporelle de la part de la patiente, à ce moment-là, elle va changer l'image de soi. Mais du coup, il Donc, faut travailler sur la conscientisation. alors voilà, on a deux, pour moi, hein, on a deux chemins. On a un chemin que les ostéopathes utilisent beaucoup, qui est la conscientisation, qui est le ressenti, qui est la perception du mouvement passif. Donc, qu'est-ce que vous sentez quand je bouge comme ça? Qu'est-ce que vous sentez quand je vous bouge comme ça? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter aussi du mouvement actif. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et qu'est-ce que je peux, moi, alors je ne vais pas le dire comme ça, hein, mais qu'est-ce que je peux, moi, trouver comme mouvement que vous puissiez reproduire. Et dans la reproduction de ce mouvement-là, ça vous fait vous valoriser. Et en plus, ça vous fait du bien pour pouvoir préparer ce qui va arriver. Donc en fait, il n'y a que du bénéfique en fait, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à trouver quel type de mouvement on peut d'abord lui faire ressentir et ensuite lui faire reproduire pour que, un, ça la valorise dans l'image de soi et deux, ça la prépare à ce qui va arriver plus tard dans sa grossesse et sa naissance. Ouais. Et après, c'est maîtriser toutes les composantes aussi de l'image de soi où il n'y a pas forcément que le mouvement. Et c'est là où. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que fondamentalement, là où, si on regarde un petit peu la science, là où on a le plus haut niveau de preuve, c'est que le mouvement, ça rend heureux, hein. Non seulement ça rend heureux, mais en plus, ça rend intelligent. Et c'est ce qu'on fait. Hein, c'est ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où on arrive à redonner la capacité aux gens de pouvoir bouger et de se sentir bouger et de valoriser ce mouvement-là, leur perception du monde va changer. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attache. Il faut qu'on le sache, ça. C'est vraiment pas assez valorisé, hein. Mais on sait très bien, par exemple, maintenant que faire une activité physique qui a du sens, comme aller se baigner tous les matins, ou comme faire son jardin, ou comme jouer avec le chien, ça sort quelqu'un d'une dépression. Peut-être même plus que des antidépresseurs. Avoir une routine quotidienne d'exercice dans lequel on se sente bien pour qu'on sente la progression et qu'on augmente son volume de mouvement, ça fait sortir quelqu'un de son marasme. Il ne faut vraiment pas oublier que fondamentalement, nous sommes mouvement. Avant d'être cognition, on est mouvement, hein. Donc, si on peut remplir la personne de ce réservoir de mouvement, on peut penser qu'on va changer sa cognition, hein. Et donc, l'image de soi ou la perception de soi, la confiance en soi, c'est tout ça là, ce dont on parle, hein. Ouais, sauf que bah, le référentiel de la patiente, c'est plus mon corps était comme ça avant et maintenant il est comme ça maintenant, ou il ne le sera plus jamais comme avant. Ah ouais, L'aider à faire ce cheminement en fait d'acceptation. tout à fait. Est-ce que Alors, c'est suffisant de passer par le mouvement en fait? tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si on remet ça dans le temps de la périnatalité,
on en revient finalement un petit peu à la question de Nadia du départ, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir la capacité de pouvoir lui dire que ce qu'elle sent en ce moment, c'est plutôt de l'ordre du changement que de quelque chose qu'elle va sentir pour toujours, en fait. Elle est sur des terrains qui sont extrêmement magmatiques, si j'ai envie de dire, hein. Elle est dans une phase transitionnelle de sa vie qui va de un an avant qu'elle accouche jusqu'à 2, 3 ans après qu'elle ait accouché, où effectivement, tous ses repères vont changer. Et ça, il faut pas nier le fait qu'elle se perd un petit peu dans la prise d'information de qui elle est. Elle sera plus jamais la même, ça c'est clair. Ça, si elle n'a pas fait, qu'elle n'arrive pas à faire ce travail de deuil, il va falloir d'une certaine manière l'accompagner pour lui faire ça. Et s'il faut être accompagné de psychologues pour ça, il faudra amener les psychologues. Mais oui, effectivement, elle ne peut pas continuer à s'accrocher, à croire qu'elle sera la même qu'avant. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, on le sait biologiquement, ça crée des changements qui sont fondamentaux. Ça fonde une personne d'avoir des enfants, hein. Donc oui, effectivement, si elle reste attachée à son ancienne image, il y a quelque chose à faire ici d'un point de vue psychologique. Et nous, la seule, pour moi, j'ai envie de dire que la seule manière dont on peut arriver à lui faire changer ça, c'est lui donner la capacité de pouvoir faire des choses et de pouvoir comprendre son corps ici et maintenant. Après, s'il y a un travail vraiment psychologique à faire, il faut qu'elle le fasse avec un psychologue ou un psychothérapeute, hein, c'est sûr. Moi, je reste persuadé que même si elle fait un travail psychologique ou psychothérapeutique, on a toujours fondamentalement la capacité de lui redonner du mouvement actif et du mouvement passif, et que si on refuel ça, si on remet de l'essence là-dedans, à ce moment-là, ça va changer sa perception d'elle-même. Merci Vanessa pour la question. Merci Arwan pour la réponse. Bouger, ça rend, tu as dit, plus heureux et plus intelligent. Oui, c'est vrai, écoute, c'est ça, plus heureux, plus heureux. et qu'en plus, il y a des bons niveaux de preuve là-dessus. Écoute, je trouve que c'est une super phrase de conclusion. Merci. Je crois que dans un des workshops, je montre une étude, et alors je ne me rappelle plus bien comment ils ont fait leur méthodologie, mais ils ont comparé en fait des mamans qui bougeaient pendant la grossesse, et ils ont comparé les niveaux de cognition des enfants mesurés entre 3 et 5 ans. Et ils ont vu que les mamans qui avaient bougé beaucoup plus et qui étaient beaucoup plus actives dans leur grossesse avaient des enfants qui avaient une capacité cognitive beaucoup plus grande mesurée à 3 et 5 ans. C'est quand même incroyable. Alors, c'est corrélé, hein, c'est pas causal. On ne sait pas vraiment si c'est ça qui fait que. Mais en tout cas, il y a le même groupe en fait, qu'on retrouve, en fait, hein. Donc, effectivement, il semblerait que même quand c'est la maman qui bouge et qui fait bouger l'enfant bénéficie de ce mouvement et augmente sa capacité cognitive dans le futur. Super, Arwan, merci. Voilà, à nouveau, une petite démonstration. Des arguments qui vous montrent qu'en fait, vous avez plein de super pouvoirs encore inexploités. À portée de main, à portée de mots. Merci à tous pour votre présence ce soir. Un grand bonjour aux enseignants de l'équipe qui se sont greffés en tant qu'auditeurs. Donc, bonjour Jean-Paul et bonjour Pierre-Julien. On espère que vous passez de bonnes vacances. On se parlera bientôt pour l'organisation de la rentrée. Merci à tous pour votre présence ce soir. Et puis, voilà, bonne fin de vacances ou bonne reprise si vous reprenez. Erwan, merci de ton temps ce soir. Et puis, merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous informel ou formation ou conférence. Maintenant, on est un peu partout, présent et tout le temps. Vraiment, merci pour votre présence et ces échanges très qualitatifs. À bientôt et portez-vous bien d'ici là.